Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Je suis ravie de vous présenter la chronique fiscale de Dr Joël Traoré. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la souveraineté fiscale des États à l'ère de la révolution fiscale internationale. Fiction ou réalité? Je souhaite entamer cette chronique par cette citation du professeur Bernard Castagnette qui dit que si l'impôt est fort ancien, l'émergence d'une fiscalité internationale est relativement récente. La question de ce jour amène à connecter deux notions clés, c'est-à-dire celle de la fiscalité internationale et d'autre part la souveraineté des États. Il convient bien évidemment de clarifier d'entrée ces deux notions. Il est important de rappeler que la fiscalité, avant d'être internationale, est d'abord nationale. Elle renvoie à l'ensemble des règles d'un État et aux pratiques que l'État utilise pour pouvoir recouvrer l'impôt. Elle touche aussi bien les personnes physiques et morales et constitue un élément clé des finances publiques et de la santé économique de l'État. C'est un levier et un socle important de l'économie de tout État, ce qui laisse comprendre pourquoi les États sont si attachés à leur souveraineté fiscale. En deux mots, je dirais que la fiscalité internationale peut être entendue comme l'ensemble des règles fiscales nationales et internationales qui régissent des opérations fiscales telles que les investissements internationaux, les projets réalisés à l'étranger et j'en passe, et qui sont réalisés sur plusieurs territoires fiscaux. C'est le lieu de préciser également ici, pour éviter tout amalgame, que même si la fiscalité internationale concerne essentiellement les opérations fiscales réalisées dans un contexte international, elle comprend aussi les règles fiscales nationales, comme je l'ai précisé à l'entame de mes propos. Le champ de la fiscalité internationale est très vaste et dans le sujet que j'aborde aujourd'hui, je vais plutôt faire un focus sur la fiscalité internationale qui renvoie aux instruments juridiques internationaux traitant des questions liées à la fraude, à l'évasion fiscale, aux pratiques BEPS, c'est-à-dire le transfert de l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, la coopération internationale en matière fiscale, les accords de double imposition ou encore l'échange de renseignements à des fins fiscales. La tendance actuelle, il faut le rappeler, est d'associer de plus en plus la fiscalité à la souveraineté des États. Elle touche un domaine régalien. Cela apparaît d'autant plus juste que le pouvoir de créer et de prélever l'impôt appartient exclusivement à l'État. Ce postulat a légitimé la souveraineté fiscale entendue comme l'existence au sein d'une entité politique d'un système fiscal qui s'explique à l'exclusion de tout autre système fiscal concurrent. Cependant, cette souveraineté, il faut le rappeler, est de plus en plus mise à mal par les conventions fiscales que concluent les États. Ce bloc de conventionnalité, je dirais, s'érige désormais comme une limite à la souveraineté fiscale des États. La création aussi des organisations internationales dans lesquelles les États parties consentent à céder une partie de leur souveraineté en matière fiscale est également une limite à la souveraineté fiscale des États. Concrètement, à quoi renvoie la souveraineté fiscale des États? Alexandre Métro de la Motte définit la souveraineté fiscale des États comme étant la prérogative qu'a une entité de déterminer les règles applicables à la perception d'impôts et d'exercer le pouvoir coercitif nécessaire à leur application. Une prérogative qui parfois peut constituer un frein à la réussite des réformes fiscales internationales et des politiques de coordination et de rapprochement des fiscalités. La souveraineté fiscale est généralement associée à la souveraineté de l'État au sens strict du terme et reste dès lors sa chasse gardée. Cependant, elle est de moins en moins exclusivement réservée à l'État, notamment avec le phénomène de la mondialisation et donc de coopération fiscale internationale et plus encore avec ce que j'appelle la nouvelle gouvernance fiscale internationale dont nous aurons l'occasion d'en parler plus amplement dans une prochaine chronique. Donc, en rejoignant ces organisations sous-régionales, continentales et internationales, ou des cadres comme le cadre inclusif sur le BEPS de l'OCDE, ou par exemple le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'OCDE,
qui sont des acteurs de la fiscalité à l'échelle sous-régionale, internationale ou internationale, c'est souverainement que les États acceptent de céder une partie de leur souveraineté fiscale à leur profit. On passe donc à des souverainetés exclusivement et réservées à l'État vers des souverainetés partagées avec ces entités qui régissent la fiscalité internationale. Évoquer la question de la souveraineté renvoie automatiquement à la question d'indépendance des États. Une question d'autant plus cruciale lorsque l'on sait que les États le revendiquent scrupuleusement et veillent à leur précaré. En effet, d'un point de vue juridique, la souveraineté de l'État se définit comme la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans la limite du principe des principes supérieurs du droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser. Deux critères peuvent se déduire de cette définition, à savoir le droit d'un État de disposer de lui-même et d'agir selon sa propre volonté, et celui de l'expression de cette volonté que dans la limite du respect des règles du droit international coutumier ou conventionnel, lesquelles incluent bien évidemment le droit produit par les organisations internationales à caractère universel que régional. Cela pose d'entrée de jeu la base de l'antagonisme pouvant exister et ce rapport de force qui s'entreperçoit entre les souverainetés nationales et les organisations ou acteurs qui sont émetteurs des normes impulsant la fiscalité internationale, y compris cette nouvelle gouvernance fiscale internationale en cours. Si la coordination et voire l'harmonisation fiscale menée par les organisations d'intégration économique régionale a parfois échoué, stagne ou avance très lentement, cela découle de la volonté politique des États, certes, mais c'est également du fait de leur attachement prononcé à leur souveraineté fiscale. L'impôt touche directement à la souveraineté, ce qui rend difficile un consensus politique entre des États. Il est déjà difficile de s'entendre à deux, il est encore plus difficile à s'entendre à plusieurs. On se retrouve donc dans une sorte de ménage où chacun doit faire des concessions, car sur le terrain de la fiscalité internationale, autant les États concèdent une partie de leur souveraineté à l'organe supranational, autant cet organe, les cas de décision de la fiscalité, essayent également à leur tour d'aménager la souveraineté étatique et de leur laisser un peu de lest. À défaut, on se retrouverait dans des réformes fiscales sclérosées. Or, une réforme ou une règle fiscale n'a de sens que si elle est mise en œuvre. Sinon, elle n'aura de réforme que son nom, nous en conviendrons. Et c'est l'ampleur de la mise en œuvre d'une norme fiscale internationale ou d'une loi fiscale qui va déterminer son impact, son efficacité et son effectivité. On constatera par exemple que l'UEMOA a mené son programme d'harmonisation fiscale à coup de directives qui se veulent plus souples et plus respectueuses de la souveraineté fiscale des États. Puisqu'une directive n'est pas directement applicable dans un État, elle demande un acte de transposition dans un délai précisé par la directive pour devenir applicable dans ces États. C'est ce qui fait que la directive est l'instrument par excellence pour rapprocher ou harmoniser, coordonner les fiscalités des États. Elle s'oppose au règlement qui est un instrument juridique plus strict puisqu'il est d'application directe et ne nécessite aucune mesure pour entrer en vigueur dans les États parties. Cela ne veut bien évidemment pas dire que dès lors qu'une organisation rapproche les législations de ces États par voie de directive et cela garantit une parfaite ou une intégrale mise en œuvre de ces normes, du simple fait qu'elles soient souples et qu'elles aménagent la souveraineté des États, loin de là. C'est pourquoi je disais précédemment que c'est un rapport de force constant. Les États parfois ne transposent pas les directives, les transposent partiellement ou même les contournent. Par exemple, en faisant une étude sur l'harmonisation fiscale au sein de l'UEMOA, j'avais pu constater que la directive UEMOA relative au droit d'assises atteignait un taux de mise en œuvre intégrale de 100% en 2021, alors que par exemple la directive portant harmonisation de la fiscalité applicable aux entreprises d'investissement à capital fixe ou encore celle relative à la taxation des produits pétroliers faisait office de parents pauvres avec un taux de mise en œuvre qui atteint respectivement
54 et 59% en 2021. L'unique fois où l'UEMOA a procédé par voie de règlement pour approcher les législations fiscales de ses États membres, c'était concernant le règlement relatif à l'élimination de la double imposition et de l'assistance en matière fiscale qui visait entre autres à renforcer la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. En prenant cette fois un règlement plutôt qu'une directive, l'UEMOA a bien évidemment affirmé sa ferme volonté à régler ces questions cruciales liées à l'échange de renseignements, à la prévention de la double imposition et à l'assistance mutuelle en matière fiscale. Un aspect qui s'inscrit d'ailleurs parmi les objectifs clés de la nouvelle gouvernance fiscale internationale puisqu'elle constitue un outil majeur et une arme permettant de renforcer la capacité des États à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et tous ces crimes fiscaux et notamment y compris en vue de contrer les flux financiers illicites qui sont une véritable plaie pour les finances publiques de nos États. Alors, comment la souveraineté fiscale des États peut parfois s'ériger en obstacle au fonctionnement optimal des politiques de coordination fiscale. Cela est possible en vertu du principe de l'égalité fiscale qui postule qu'aucun impôt ou aucune taxe ne peut être opposé à une personne sans que cet impôt ou cette taxe ait été prévu par la loi, c'est-à-dire il faut un acte adopté par le pouvoir législatif. Il en découle dès lors que les normes fiscales adoptées par exemple au niveau communautaire peuvent se heurter aux législations internes que les États édictent souverainement, sans égard parfois aux dispositions communautaires auxquelles ils ont pourtant consenti. Cet état de choses empêche les politiques de coordination fiscale de se déployer pleinement et ça les empêche par ricochet de produire les résultats escomptés. Il est un fait que parfois, les États membres digèrent mal les restrictions que ces politiques fiscales leur imposent, lesquelles peuvent parfois se heurter à leurs réalités socio-économiques et notamment conjoncturelles. Or, comme on le dit, chacun voit midi à sa porte. Par conséquent, ils peuvent parfois montrer des réticences, une lenteur à ratifier, à transposer, à adopter ou à mettre en œuvre intégralement ces normes fiscales adoptés dans le cadre de l'harmonisation fiscale ou du rapprochement des fiscalités qu'ils ont parfois pourtant approuvées ou auxquelles ils ont adhéré de leur propre gré et pour des raisons qui leur sont propres, ce qui peut être de nature à engendrer un désordre normatif dans les cadres fiscaux régionaux, continentaux ou internationaux auxquels ils appartiennent. À deux, il n'est déjà pas facile, toujours facile de se mettre d'accord, à plus forte raison à plusieurs, ce qui conduit à cette velléité de conflit entre les intérêts nationaux et intérêts communautaires ou internationaux en matière de fiscalité. Ce que je qualifie d'ailleurs d'un paradoxe intéressant à observer, c'est que lorsqu'on est dans un cadre où la norme fiscale considérée a acquis une primauté sur le droit national, on constate que ce que les États ont fait souverainement, ils peuvent le défaire également souverainement ou le contrer souverainement. Par exemple, si je me place à l'échelle mondiale et que je me penche notamment sur le cas de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, appelée communément dans le jargon fiscal la MAC, qui a été élaborée conjointement par l'OCDE et le Conseil de l'Europe et qui constitue en ce jour l'instrument multilatéral le plus complet disponible dans le domaine fiscal pour toutes les formes de coopération fiscale visant à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Elle est signée, il faut le dire, par près de 150 juridictions en ce jour et de toutes les régions du monde et ce nombre va croissant. Il faille mettre en place une norme qui aménage la souveraineté des États, bien évidemment, pour qu'un tel instrument multilatéral puisse atteindre une portée d'une telle envergure, ce qui est son but, puisque plus le réseau d'échange de renseignements est vaste, plus la muraille pour contrer les fléaux fiscaux auxquels sont exposés nos États sera robuste, notamment les défis que soulève la numérisation de l'économie, entre autres. C'est donc ainsi que la MAC offre la possibilité aux États d'émettre des réserves sur certains aspects précisés.
Donc, il est bien vrai que les États signent et ratifient ces conventions souverainement, ce qui veut dire qu'ils sont prêts à les appliquer et c'est souverainement également qu'ils émettent des réserves qui sont les bienvenus pour eux car ça leur laisse le choix un peu de faire leur menu selon ce qui leur convient et donc c'est un peu un menu à la carte. Par exemple, pour revenir sur l'espace UEMOA, parmi les 4 pays ayant signé la MAC, 3 ont émis des réserves partielles, c'est le cas du Bénin, du Burkina Faso et du Sénégal. Il est vrai que cette faculté d'émettre des réserves en signant un tel instrument peut amoindrir l'efficacité de la norme dans une certaine mesure. Cependant, c'est un compromis à mettre en place pour avoir une large adhésion des États. Si je me place à l'échelle sous-régionale, dans un cadre communautaire comme l'UEMOA, il y a un code minier communautaire qui a vocation à s'appliquer de manière uniforme dans chaque État membre. Cependant, force est de constater que les États continuent à appliquer leurs codes miniers nationaux et quand bien même ils contreviendraient aux dispositions communautaires qu'ils ont souverainement adoptées. Je peux encore prendre un autre exemple, tant c'est légion, à savoir par exemple la directive portant harmonisation de la fiscalité applicable aux entreprises d'investissement à capital fixe, qui vise à promouvoir la création des entreprises d'investissement à capital fixe en vue de soutenir les PME et les sociétés non cotées en bourse au sein de l'UEMOA. L'analyse de cette directive laisse apparaître clairement qu'elle se concentre essentiellement sur les exonérations à accorder à ces entreprises. C'est un moyen pour l'UEMOA, il faut le dire, de promouvoir ce type d'entreprise et mobiliser de l'épargne en favorisant le financement des petites et moyennes entreprises dans l'espace communautaire. Ces entreprises sont exonérées des droits d'enregistrement, de l'impôt sur les plus-values, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers. Mais en cette matière, également, les États membres de l'UEMOA brillent par leur régime dérogatoire qui consiste généralement à octroyer certains avantages fiscaux et douaniers aux entreprises assujetties. Il ne faut donc pas nier que les régimes dérogatoires organisés par les États membres et dans leur code des investissements, par exemple, et dans d'autres textes particuliers, constituent l'une des grandes faiblesses de l'application des normes communautaires et en l'occurrence de cette directive que je viens de mentionner. C'est pourquoi l'UEMOA avait entrepris d'élaborer un code des investissements communautaires. Malheureusement, cette réforme tarde depuis 2006 à voir le jour et sans doute également à cause de la souveraineté fiscale que les États ne souhaitent pas perdre. Les États membres sont pourtant bien conscients que l'intégration régionale suppose une forme d'atteinte à leur souveraineté fiscale et à l'exercice de leur souveraineté, de sorte que leurs attributs et leurs prérogatives régaliennes sont transférés à l'Union en partie. C'est vrai que dès lors que la ratification du traité de l'UEMOA a été réalisée, en conformité avec leurs constitutions respectives, ils sont supposés avoir consenti à ce transfert de souveraineté vers l'organisation supranationale et sont donc a priori disposés à appliquer intégralement toute norme édictée par cette organisation. Et j'insiste sur le mot intégral, y compris celle allant dans le sens de la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance fiscale internationale. En effet, dès lors que la ratification du traité de l'UEMOA a été réalisée en conformité avec leur constitution nationale, ils sont supposés avoir consenti à ce transfert de compétences vers l'organisme supranational et sont donc a priori disposés à appliquer intégralement, et j'insiste sur le mot intégral, toute norme d'harmonisation édictée par cette institution, y compris celle allant par exemple dans le sens de la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance fiscale internationale. Cette mise en œuvre effective et intégrale des normes communautaires n'est pas acquise, car même si l'UEMOA est considéré pour le moment comme un exemple en matière de réussite d'intégration régionale, elle n'en reste pas moins une organisation internationale dotée d'une constitution et d'organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle de ses États membres.
Cela suppose que les disparités des États membres ne se volatilisent pas du simple fait que de leur appartenance à une organisation, à la même organisation régionale. Mais il est tout de même utile de souligner une fois de plus que l'appartenance à une organisation d'intégration entraîne un transfert de compétences ou mieux encore l'abandon de souveraineté dans des domaines bien définis. L'organisation, dans ce cas, va se substituer aux États membres pour édicter des normes qui modifient ou abrogent leur législation nationale. Il en découle donc que les normes communautaires priment sur les législations nationales et cela ne fait l'ombre d'aucun doute. À ce niveau, il ne pose aucun problème du moment que les États membres ont consenti volontiers à renoncer en partie à leur souveraineté. Il en est de même lorsqu'il s'agit de concilier les engagements que les mêmes États auraient contractés avec d'autres organisations internationales. En effet, en ce qui concerne l'UEMOA, qui est l'une des expériences d'intégration les plus réussies au monde, le respect des engagements communautaires des États membres est de stricte observance. Ils ne peuvent signer des engagements internationaux contraires à leurs engagements communautaires. C'est là aussi une limite à leur souveraineté, y compris fiscale. L'UEMOA prévoit même des sanctions à l'encontre des États qui n'auraient pas respecté leurs engagements. Il s'agit bien évidemment de sanctions exemplaires de nature à décourager toute violation des normes édictées par les organes de l'Union. C'est ce qui ressort de l'article 4 du traité de l'UEMOA tel que modifié. L'analyse de cet article renseigne bien que les États membres risquent l'exclusion automatique en cas de non-respect de leurs engagements communautaires. Il faut reconnaître qu'il est plutôt rare dans le cadre d'une organisation internationale de voir que des États souverains soient menacés d'exclusion d'une organisation internationale pour non-respect des engagements communautaires. En somme, dans le cadre régional, les souverainetés des États sont mises à mal, mais également sur la scène fiscale internationale où de nombreuses souverainetés doivent cohabiter et même si des aménagements essayent d'être trouvés, ce n'est pas toujours aisé de trouver un juste milieu. Tantôt les États doivent lâcher un peu de lest en transférant un peu de leur souveraineté et toujours un peu plus, je dirais, et aux organes qui édictent les règles fiscales internationales et d'autres fois ce sont ces cadres décisionnels d'où émanent ces normes qui font un pas en faveur de la souveraineté de ces États. C'est pourquoi j'aime cette phrase de Philippe Malherbe qui résume parfaitement la situation et qui dit que la fiscalité internationale part de la coexistence d'impôts dans un monde d'États souverains. À travers cette phrase, je crois que tout est dit. Cela est aussi valable en matière pour la nouvelle gouvernance fiscale internationale, puisque ce constat conduit à comprendre que la fiscalité internationale est tout d'abord une question de souveraineté des États. Chacun organise sa politique fiscale dans un modèle calqué sur ses ambitions, sur ses objectifs économiques, tout comme sa politique de renforcement de son économie. Cependant, à l'ère de la nouvelle gouvernance fiscale internationale, il faut reconnaître qu'il n'est plus question d'ignorer les externalités, bonnes ou mauvaises, générées par un système fiscal d'un État donné. À cet effet, il est avantageux pour les États d'éliminer par exemple les cas de double imposition afin de favoriser les investissements et la création des emplois. C'est cela d'ailleurs qui justifie l'exigence d'une collaboration entre les États, qui est d'ailleurs le fondement de la nouvelle gouvernance fiscale internationale dans son volet relatif à la protection des droits des contribuables. La double imposition étant considérée comme l'un des plus grands problèmes de la fiscalité internationale. Certes, l'objectif de tout système fiscal est de fournir des ressources suffisantes pour le financement des dépenses publiques, mais cela ne doit pas se faire au détriment des multinationales dont la contribution au développement n'est pas négligeable non plus. Les États ont donc intérêt à collaborer en matière fiscale pour éviter les cas de double imposition. Ce postulat accrédite la thèse que la souveraineté fiscale perd de plus en plus de terrain, si bien que Keynes et Slemrod ont déclaré que la souveraineté fiscale appartient au passé en raison de la mondialisation et de la forte mobilité des personnes, des entreprises et des ressources.
Les États sont donc forcés de collaborer pour plus d'efficacité car ils sont de plus en plus impuissants face à un modèle de création de la richesse qui défie les règles fiscales basées sur l'espace frontalier. C'est tout le sens qu'il faut accorder justement à la nécessité de collaboration des États dans le cadre de la nouvelle gouvernance fiscale internationale. Le fait est que la gestion de l'impôt dans le cadre de la souveraineté nationale ne peut plus faire abstraction de la dimension internationale de l'évitement de l'impôt. D'un côté, les États doivent combattre tous unis d'une même main la fraude et l'évasion fiscale internationale qui atteint l'assiette de l'impôt et qui crée une rupture d'égalité. Et de l'autre, ils doivent éliminer les cas de double imposition. En définitive, il est important de souligner que cette collaboration est censée profiter à toutes les parties mises en cause. Il y a donc là un mouvement de repli des souverainetés fiscales nationales pour la défense d'intérêts communs, puisque ces fléaux de la fiscalité internationale n'épargnent aucune nation et que nul ne peut prétendre y lutter seul. Cependant, les retombées, notamment en termes de recettes fiscales, que peuvent engendrer une lutte contre ces fléaux sont des aspects motivants pour les États et une belle contrepartie à la cession ou à l'abandon partiel de leur souveraineté fiscale. Ce qui est à déplorer dans les réformes fiscales internationales, telles que la solution reposant sur 2 piliers mis en place par le cadre inclusif sur le BEPS de l'OCDE et qui a d'ailleurs soulevé de nombreuses critiques, parfois virulentes, notamment des pays en développement, y compris des pays africains, c'est que ces accords n'ont pas été négociés dans un cadre institutionnel classique, en ce sens que ces négociations n'ont pas été menées sous l'égide de l'ONU et moins encore avec la participation des représentations nationales. Les politiques fiscales relevant généralement de la souveraineté des États et de la compétence nationale des États, c'est la logique intergouvernementale qui aurait dû prévaloir dans ce genre de négociations, ce qui n'a fort malheureusement pas été le cas. C'est d'ailleurs pour ces raisons que les pays africains ont souhaité que soit mis en place un cadre de discussion et de négociation plus équitable et inclusif au sein de l'ONU, et ce qui a conduit à l'adoption en novembre 2023 d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies dont les pays africains sont à l'origine, et ils ont décidé d'entamer des négociations sur la réforme du système fiscal international dans le cadre sous l'égide de l'ONU. Je me permets d'ouvrir une courte parenthèse en rappelant que la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance fiscale internationale, quoi que l'on puisse en dire ou penser, n'est utile aux pays en développement et notamment les pays africains que dans la mesure où elle peut représenter un accroissement de recettes fiscales par le fait que ça les aide à mieux lutter contre les flux financiers illicites qui sont à l'origine d'énormes pertes de recettes fiscales que subissent ces États. L'intérêt donc pour ces États de mettre en œuvre les normes découlant de cette réforme demeure la perspective bien évidemment d'accroître leurs recettes fiscales à la faveur d'une lutte efficace contre les flux financiers illicites. Sinon, il n'y aurait aucun gain pour eux de s'encombrer avec des normes internationales élaborées sans leur participation. C'est bien cette espérance de gain de recettes fiscales qui est leur motivation à rejoindre ces réformes internationales. Et dans cette logique, la nouvelle gouvernance fiscale internationale prône vivement la réciprocité de la coopération entre États comme facteur d'augmentation de leurs recettes fiscales, sans bafouer bien évidemment les droits des contribuables, de craindre que ceux-ci profitent des limites des souverainetés des États pour dissimuler des éléments imposables. En conclusion, je dirais que la souveraineté fiscale des États demeure une réalité, même si elle subit chaque jour un nouveau coup de scie au fur et à mesure que ces réformes fiscales progressent. Face au recul de la souveraineté nationale fiscale, on est tenté de se demander ce qu'il reste ou restera de la souveraineté fiscale de nos États. Ne tendra-t-elle pas à devenir une fiction plutôt qu'une réalité, au fil de l'eau au profit des organes impulsant ces réformes? À défaut, est-ce que l'affront entre ces deux pouvoirs ne s'intensifiera pas?
ce qui pourrait paralyser la progression et la bonne mise en œuvre des réformes fiscales internationales. Une chose demeure certaine pour l'heure. Souveraineté nationale et fiscalité internationale sont appelées à conjuguer encore longtemps ensemble et on ne peut que leur souhaiter qu'ils fassent bon ménage, si je peux user de cette métaphore pour clôturer la chronique de ce mois. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère que cette chronique aura suscité votre attention et votre intérêt. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine chronique qui traitera de la concurrence fiscale dommageable entre États. Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.